c'est parti. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc, bonjour à tous, comment vous allez? Oh, quand même, allez, oh! Ouh! Bon, ça me fait super plaisir d'être à Cloud-Nord en physique cette fois. En 2020, je me rappelle, je crois que Cloud-Nord c'était le jeudi, et je crois que le lundi, Philippe Charrière m'envoie un message, il fait Seb, est-ce que tu veux faire la keynote pour Cloud-Nord? Parce que le speaker est malade, ou je ne me rappelle plus exactement. Et j'avais dit, bah oui. Et j'ai eu 3 jours pour faire une keynote, mais c'était une super expérience. Et aujourd'hui, je suis en face de vous. Le titre, je l'ai changé ce matin. Mon titre d'avant, c'était le cloud dans 5 ans. Je ne savais pas quoi mettre comme titre. Et pour une keynote, on s'en fout un petit peu du titre. Moi, je vais essayer de vous raconter une histoire. Et vu que c'est une keynote, je peux un peu raconter ce que je veux, ce qui est cool. Je vais vous parler de ce livre, La vallée du risque. Et derrière, vous pouvez voir Nala, un de mes chats. J'ai 5 chats. C'est juste j'avais envie de mettre Nala dessus. Je vais vous parler de ce livre. Pourquoi? Parce que ce livre je l'ai lu cet été. Et il m'a fait beaucoup cogiter. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, c'est surprenant que moi je lise un livre, parce que des livres, j'en lis pas. Je sais, tout le monde va faire oh. Moi, ma femme, elle doit lire 4 livres par semaine, mais moi, je lis pas. Si, j'ai lu Candide pour préparer le bac de français. Voilà. Là, j'ai trouvé l'image d'une traduction anglaise, et comme j'ai bien aimé le nom du traducteur, je l'ai laissé. Bien sûr, ça c'était en première. Après, en terminale, j'ai lu Le Monde de Sophie, comme tout le monde, pour préparer le bac de philo. J'ai quand même eu 5, je crois. Et par contre, s'il a L'écume des jours, ça c'est un livre que j'ai lu pour le plaisir et qui m'a beaucoup marqué. Il est tellement délirant ce livre. Je crois qu'il m'a beaucoup influé pour mes délires que je fais quand je fais des vidéos, quand je branche mon tapis de marche avec Doom et tout. Je pense que ce livre m'a beaucoup influé là-dessus. Mais bref, je lis pas beaucoup. Des livres techniques, j'en lis, ça oui. Mais je ne les lis pas du début à la fin, en fait. Je m'en sers vraiment comme référence. Vu qu'on est à Cloud-Nord, je vous recommande, si vous ne l'avez pas, Kubernetes Patterns. Ça, c'est vraiment un livre génial et vous pouvez vraiment le prendre comme un livre de recettes. Et l'autre, Java Persistence, c'est une grosse bible. Ça aussi, je m'en sers très souvent pour savoir quand j'utilise Hibernate pour voir si je fais pas trop de la merde. Et en général, je trouve la réponse dans ce livre-là. Et j'ai de l'eau parce que je suis toujours très nerveux, du coup j'ai la bouche pâteuse. Du coup voilà, je lis pas beaucoup, mais cet été j'étais à cet endroit, c'est la vallée de la Varetta. C'est dans le Piémont italien. J'y vais chaque année, on a des amis qui ont une maison là-bas. C'est loin de tout, pour se ressourcer c'est super. Et chaque année on y passe une semaine. Et une journée, moi, j'étais resté à la maison et ma femme était partie promener dans un de ces petits villages, je pense. Et elle tombe sur une boîte à livres, okay, comme on a un peu de partout dans le monde, une boîte à livres. Et quand elle revient, moi, je sais pas, je me rappelle plus ce que je faisais. J'étais sûrement en train de lire une shitstorm sur Twitter ou participer à une shitstorm sur Twitter. Et elle me fait Seb, regarde ce que je t'ai ramené. Et moi, bah, je dis, mais tu sais bien que je lis pas et tout. Elle a fait, ouais, mais ça parle de l'informatique. Je fais, ok et tout. Et du coup, je prends le livre, je regarde un petit peu, je commence à lire, et je vois que c'est un livre écrit en 1900. Il a été écrit entre 89 et 90 par Jacques Gaucher, qui est un journaliste installé dans la Silicon Valley depuis 1978, et qui raconte un petit peu l'état actuel de la Silicon Valley. Toutes les entreprises qu'il y a, les innovations qui se font, les grosses boîtes qui montent, et il s'aventure aussi un petit peu à prédire le futur. Je vous ai mis juste un petit extrait de la table des matières. Il y a quelques trucs, c'est très marrant là. J'aime bien le micro-ordinateur orchestre, le bureau à domicile. On commençait juste à faire les premières opérations au rayon laser pour les yeux. C'était tout nouveau et tout, donc c'est génial de lire ce livre. Rappelez-vous, 89, 90, maintenant on est 33 ans après.
Regardez ici, là, des ARNM pour le 21e siècle. Ça, c'est génial et je vais y revenir après, hein. On parle déjà d'intelligence artificielle. On parle de ces... Alors, il y a tout un chapitre sur ces... ça s'appelle les Français qui réussissent à la Silicon Valley. Et parmi un de ces Français, il y a Eric Benabou qui tisse le premier réseau d'ordinateurs. Tout le monde est en train de faire un peu son réseau. Le micro-ordinateur se marie avec la vidéo. J'adore le titre. L'informatique polluante, on va y revenir un peu plus après. Dans son chapitre, lui, il parle plutôt de Intel et toutes ces entreprises qui étaient encore basées dans la Silicon Valley, parce qu'il y avait le silicium là-bas, et qui polluaient énormément. Aujourd'hui, l'informatique polluante, ici à Cloud Nord, on va en parler un petit peu. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de greenwashing. J'ai mis des petits extraits parce que c'est marrant. Il écrit ce livre en 1989-90, et en fait, Steve Jobs s'est fait virer 4 ans auparavant. Et j'aime bien cette dernière phrase. Aujourd'hui, j'ai oublié. J'ai mal à retaper. Aujourd'hui, Apple a perdu son titre de chef de file de l'innovation, mais vend beaucoup d'ordinateurs. S'il savait ce qui se passe après, en fait, dans son livre, il raconte que Steve Jobs commence à faire sa nouvelle boîte là, qui s'appelle Next. Et lui, le journaliste, il mise beaucoup là-dessus. Il pense que ça va devenir un grand succès. On verra, on voit bien ce que c'est devenu plus tard. Ça aussi, ça me fait rire. Alors, il parle de Sun Microsystems comme un des grands de la Silicon Valley. Il a dépassé la barre des 2 milliards de CA. D'autres font beaucoup moins de bruit et une croissance rapide et seront bientôt des mini-grands. On a 3Com, Silicon Graphics, mais on a Oracle System. Et c'est assez marrant de savoir qu'au final, c'est Oracle System qui va racheter Sun Microsystems. Et du coup, j'ai une photo, désolé pour la qualité, hein, si vous voulez vous plaindre, il faut vous plaindre à Antoine Sabot-Durand. Il y a quelques années, on était dans la Silicon Valley et on a pris cette photo. Alors derrière, on voit écrit Sun Microsystems et devant, c'est moi. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y a de l'autre côté du panneau? Bravo. Les locaux de Sun Microsystems ont été repris par Meta, du coup, maintenant. Et quand on y était allé, c'était marrant parce que tout le monde faisait des photos devant. Et nous, avec Antoine, on s'en foutait, on a vu ça, on faisait que des photos derrière et tous les gens, ils nous regardaient, ils faisaient « qu'est-ce qu'ils font ?» Donc c'était marrant. Pardon. Du coup, ça aussi c'est marrant, les chiffres d'affaires, on voit HP qui cartonnait, Apple qui cartonnait déjà et qui cartonnait encore, et les petits qui arrivent là. Oh, regardez ce tout petit là en bas. Cisco Systems, et qu'est-ce que c'est? Qui fait 270 millions de chiffre d'affaires du coup. Bon, bref. Ce livre, il est passionnant à lire parce que c'est 30 ans après. Et la période est intéressante. 1990, il rate quelque chose d'essentiel, Jacques Gaucher, quelque chose qu'il n'avait pas vu venir. Et pourtant, il le mentionne une seule fois dans les livres. Il y a une seule fois le mot Internet dans ce livre, parce que ça existe déjà. Mais il rate complètement la révolution que ça va être. Et du coup, lui mise beaucoup sur le multimédia, l'ordinateur qui va être plus petit, tous les appareils qui vont être plus petits. Il rate totalement ça. Donc, et l'autre partie que je voulais dire, c'est l'inertie, on en parlait hier au speaker dinner, l'inertie d'une technologie ou d'une découverte. Vous vous rappelez, je vous parle des ARNM pour le 21e siècle. Ok, 33 ans après, enfin 30 ans après. Ah oui, ça je saute parce que j'ai pas le temps. 30 ans après, 33 ans après, on a cette personne. Qui c'est? J'arrive pas à le dire. Personne? Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est Kathleen Carrico. Elle vient d'avoir le prix Nobel de médecine il y a 2-3 semaines. Je vous conseille d'aller sur sa page Wikipédia pour lire son histoire. C'est une vraie aventure. Elle est née en Hongrie. Elle s'est échappée par le rideau de fer. Elle a caché toutes ses économies dans la peluche de son enfant. Ils sont arrivés aux États-Unis. Elle a travaillé dans des universités. Elle a été rétrogradée. On ne croyait pas en son travail. Et dans le livre, on se rend compte aussi qu'il travaille sur la RNM, mais
Après, j'ai fait un peu de recherches dans les années 95-96. Ils se sont beaucoup plus centrés sur l'ADN. Ils ne croyaient pas du tout à l'ARN messager. Ils avaient des défis technologiques pour le rendre, pour pas qu'il se détériore. Mais on voit, 2020, le monde change un petit peu. Et on voit qu'une technologie ou une découverte peut mettre beaucoup de temps. Et du coup, je reviens quand même sur ceci-là. Il parle aussi de la réalité virtuelle. Okay, et moi, je me rappelle en 91, avec mon grand-père, il m'avait emmené à une expo technique. Et il y avait déjà les casques. Bon, c'était du 320 x 200, je pense, un truc comme ça. Puis c'est retombé, on n'en parlait plus du tout. Et là, il faut dire que depuis quelques années, on sent un petit peu que ça revient. Et j'avoue, chez mon beau-frère, là, j'ai testé le tout dernier casque de Meta, là, je ne me rappelle plus le nom, Quest quelque chose. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Donc, si moi je devais prendre un pari, je pense que ça peut percer. Tout comme les NFT. Non, je rigole. Ok, mais du coup, moi je vais faire ce même petit exercice. C'est très simplifié, je regarde le temps, ouais, je vais aller assez rapidement. On imagine que tout ça, c'est l'IT. Ça représente l'IT dans le monde entier. Toutes les différentes technologies et tout. Je vais, moi, plutôt me concentrer sur la petite partie là-haut. Vous voyez mes talents de graphiste. Attention. Ah oui. Oh. On va se concentrer un petit peu sur le cloud native. Donc, pour les 30 prochaines minutes, je vais prendre chaque élément un par un et je vais dire ce que j'en pense. Non, je rigole. Je vais vous parler de 3-4, suivant le temps, on aura 3-4 tendances techno que moi, je pense, dans les années à venir, vont prendre le dessus. On va commencer par WASM et WASI. Okay. C'est une keynote, donc je ne vais pas trop m'étendre techniquement là-dessus. WebAssembly, on va commencer par WebAssembly. C'est un langage binaire portable. Okay, donc, on l'écrit une fois, ça tourne de partout. On disait pareil, non, pour Java, ouais. On peut l'écrire avec plein de langages de programmation différents. Avec du Java, pas trop, mais ça arrive. On peut l'exécuter côté client, c'est super bien sandboxé et surtout, tout le monde parle que de ça. Et moi, quand je vois exécution côté client, c'est-à-dire que ça tourne dans le browser. Et moi, quand je teste ce genre de techno, la première chose que je teste, que je cherche à savoir, c'est est-ce qu'on peut faire tourner Doom avec? Du coup, on va voir. Ah, ça va, ça a gardé tous mes dossiers. Alors, là, j'ai si je fais un petit un ls, c'est Doom, écrit en C, hein, c'est écrit en C, Doom, mais que j'ai pu compiler en WebAssembly. Et du coup, je démarre un petit serveur web. Oui, je allow. OK. Et normalement, si je vais... Non, pas Grafana, ça c'est tout à l'heure. Ah oui, mon Grafana, ça va être compliqué. Oh, regardez! Wow. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça marche pas? New game. New game. Voilà. On va se faire juste une mini partie. Parce que c'était un petit défi. Je fais, est-ce que je vais pouvoir jouer à Doom pendant une keynote? Ben, la preuve. Je vais me tuer juste un ou deux méchants et après on y va. Et après on évolue. Voilà. Et on va tuer l'autre méchant qui est là-bas. Attendez. Voilà. Et on va tuer le méchant qui est là-bas. Attention. Du coup, c'est génial, WebAssembly. On peut faire tellement de trucs intéressants avec. Voilà. Et juste pour vous montrer. Ouh, non. Pour ceux que ça intéresse, cherchez mon Twitter. J'ai réussi à faire un truc où j'ai branché mon tapis de marche que j'ai branché à ce jeu. Et pour avancer dans le jeu, il faut marcher sur son tapis de marche.
Je voulais juste vous montrer ça parce que pour vous montrer que normalement, kills 100%. Bon, bref. J'aurais fait un 100% en live. Cool. Ça, c'est dans le browser. Et après, ils se sont dit, ah putain, mais ça tourne bien dans le browser, peut-être qu'on peut le faire tourner côté serveur, un peu comme ils ont fait avec JS, avec Node et tout. Du coup, maintenant, on a aussi WASI. Okay, cette fois, on parle d'interface système portable. Tous les mêmes avantages que WebAssembly, surtout ces avantages de sécurité et d'isolation, qui les conteneurs posaient un peu de problèmes là-dessus, la portabilité. Et du coup, ça peut peut-être remplacer nos chers conteneurs. Et on a certaines boîtes qui commencent à déjà proposer des offres cloud où on peut déployer nos workloads en WASI, enfin en WebAssembly, et ça tourne sur leur cloud. Et comme moi, les slides, ça me saoule un petit peu, je vais vous faire une démo. Alors, tout ce que je vais vous montrer, c'est chaque fois, c'est des projets open source, tout ça. Là, je vais utiliser une solution de Fermion qui a, regardez tous ces buzzwords, du serverless AI. C'est pas cool ça. Du coup, on va se créer un petit projet avec cette. Là, je suis dans Doom. Je vais peut-être sortir de Doom. Live Demo. Hop, on va là-dedans. Et ils ont un petit outil, cette boîte qui s'appelle Spin, et qui permet de bootstrapper un nouveau projet. Si je fais Spin New, et là, je peux choisir le type de projet que je veux. Et là, je me lance un autre petit défi, mais ça va être assez simple. Je vais me faire un petit serveur web en Rust. J'ai jamais fait de Rust de ma vie. Hop. Hello Cloud Nord, on va l'appeler, très original. Live Coded App. La base, oui. Ouais, ok. On regarde ce que ça m'a généré. Ça m'a généré un projet relativement simple, si vous connaissez un peu Rust. Hein, j'ai un cargo. J'ai le spin qui est spécifique au projet et j'ai mon source. Donc si j'ouvre ça dans mon code, on va voir, c'est relativement simple. Cloud Nord, je vais là-dedans, lib. Et lui il dit hello, hello Fermion. Nous, on va dire, c'est tout ce que je coderai. Hello Cloud Nord, ok, super. Et du coup, maintenant, ce que je peux dire, je peux lui dire spin build. Pardon. Hop, spin build. Il va me builder mon projet, me le wasimifier. Je ne sais pas si ça se dit, mais je trouve ça rigolo. Hop, ça devrait aller relativement vite. Relativement vite. On y est presque. Ça, il le fait qu'une fois. Hein. Sûrement dans les nouvelles versions. Je ne connais pas du tout le système de cargo et tout. On y est. Tac, tac, tac. Voilà. Il m'a fait mon binaire. Et après, je peux faire spin cloud deploy. Deploy. Et là, il va me prendre ça. L'enfoiré. Tout. C'est où que je... Ah oui, là. Le quoi? Ça, c'est ça qui l'emmerde? Le name? Hop, je pense. Hein. Ah, faut que je rebuild peut-être avant. Hein. Hop, spin build. Ok. Ah, voilà. Hello Cloud Nord. Donc là, il va me le uploader sur leur plateforme à eux. Et normalement, dans quelques instants, si les Demo Gods sont avec moi, on devrait avoir l'appli qui tourne. Attention. Je ne sais pas ce qu'elle donne ma 5G ici. Parce que j'arrive pas à me connecter au Wi-Fi non plus ce matin. Donc... Ah, voilà. Et du coup, on a ça. Et si je prends ça et que je l'ouvre ici, on devrait avoir hop, Hello Cloud Nord. Donc ça marche. Hein, si vous ne me croyez pas, vous pouvez tester.
Mais bon, ça c'est un Hello World, c'est un peu nul. On va aller un peu plus loin. On va faire de l'AI. On va créer un petit chat GPT. C'est parti. Est-ce que j'ai envie de faire ça en live code? Oui, ça va le faire. On va dire spin new. Et cette fois, je vais faire un serveur en TypeScript. Voilà. Je vous rappelle que je suis développeur Java. Cloud Nord GPT. Why not? Chat GPT app. C'est pas grave. J'ai fait une typo, c'est pas grave. Tac, tac, tac. J'ouvre tout ça. Alors là, c'est pareil. Non, ouvre. Alors, ferme-moi celui-là. Code, pourquoi tu ne me l'as pas ouvert? Je suis pas dans le dossier. C'était pour savoir si vous étiez attentif. Merci, Laurent. Donc là, c'est pareil. Sauf que c'est du test, mais j'ai encore mon spin Toml. Là, j'ai un petit truc à changer parce que j'utilise la toute dernière version. Donc c'est 0.6.1 RC. Alors là, je suis désolé, je vais copier. Je l'avais bien préparé, mais voilà. RC, voilà, c'est ça là. Maintenant, on retrouve ma fenêtre que je ne vais jamais retrouver, qui est là, voilà. Ok, j'utilise juste une dernière version, parce que c'est plus rigolo. Et ce que je vais lui dire aussi, c'est que je veux utiliser dans mes composants, je veux utiliser des modèles AI. Models. Okay. Et je vais utiliser le modèle Llama 2 chat, je crois que c'est celui-là. Llama 2 chat, on va voir. Hein. On va y aller cool comme ça. Du coup, vu que c'est du Node, il faut que je fasse un petit npm install des familles. Toujours agréable. Toujours plein de surprises. Ça devrait le faire. OK. Ouais, parce qu'elle ne reconnaît pas. Tu m'as l'air bien lent, npm install. Tu as envie de... Ah, complete. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, je vais essayer de... Il n'a pas envie d'être sympa avec moi aujourd'hui. Hein? Ah, ça marche, mais je crois que c'est mon Internet qui doit être super lent, non? Ça risque d'être intéressant pour la suite. Bon, c'est pas trop grave. Trop de fenêtres ouvertes de partout. Ça me rend fou. Ah. Speed test. On va regarder hein, si c'est ça le problème. Speed test, run speed test. Hop. Ah non. C'est la faute à NPM alors. Tout ça juste pour montrer que... Ok, on va juste revenir, c'est pas grave si ça ne marche pas. Comment je l'appelais mon truc Cloud Nord GPT. Ah non, ça y est, ok. Bon, très bien. Et là, je vais lui dire que j'ai besoin d'un modèle inferencing model. J'ai besoin de ça aussi. Et c'est tout, je crois, parce que ce qui est génial avec Fermion, c'est qu'ils ont des modèles chez eux. Et avec une librairie, je vais pouvoir très simplement faire de l'inférence sur un modèle. Comme je suis stressé et que je suis à court de temps, je suis désolé, je vais faire un petit copy-paste. Normalement, j'avais prévu de live coder ça. Mais j'avoue que j'ai un peu la flemme. Oh, voilà, c'est pas grand-chose, hein, mais je vais vous expliquer le code, comment ça marche. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Je reviens dans mon truc ici. C'est celui-là, hein, ouais, c'est celui-là. Voilà, je fais juste un copy-paste. Si Donc, j'importe LLM, un modèle pour inférer. En gros, je lui dis, crée-moi une variable sur le modèle. J'ai ma requête entrante qui rentre. S'il n'y a pas de body, ben, le prompt, c'est raconte-moi une blague. Bon, ceux qui m'ont vu, qui me suivent sur Twitter, ils savent
que j'avais fait un test. What is a typical dish from Lille? Vous n'allez pas être content des réponses. Ok. Et sinon, si j'ai un body, je le prends dans le prompt et hop, c'est parti. Donc là, pareil, spin build. Vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup de code. Spim quand même. Il devrait savoir. Spin build. Hop. Spin cloud. Deploy. Ah, j'ai une bouteille d'eau là. C'est pas un problème. Fermion login. Hop. Ah ouais. Alors, vous imaginez bien que j'étais logué et tout hein, jusqu'à ce matin que je reboot mon. Qu'est-ce qu'on va effacer? Lui, toi, t'es nul. Allez. Sentiment Analyzer, ça c'est un autre truc. Hein. J'ai que 5 applications. Ça m'étonnait aussi. Je faisais jamais, il me dit que j'en ai trop. Ben, c'est arrivé en live pendant le. Pourquoi pas? Ça devrait le faire maintenant, sauf s'il y a de la. Sauf si c'est du MongoDB derrière. Non, je rigole. Et dans quelques instants, tout. J'aurais dû mettre une petite musique d'ascenseur. Ah, voilà. Il est là. OK. Donc, je vais grossir un petit peu. Ouh, c'est trop gros. Clear. Non, pas clear, sinon je vais perdre l'URL. Tac. On va prendre ça. Et on va faire, maintenant, on va faire mon clear. Comme ça, vous y voyez un peu mieux. Je vais faire mon curl. Tout. Vous voyez mon test, on va le refaire. Hein. On va voir s'il va me donner la même réponse. Is Welsh a traditional meal from Lille? Suspense. No. Welsh is not a traditional meal from Lille. Lille. Bon, bref, il me sort la même réponse. C'est pour ça, l'IA, c'est pas mal, mais on est safe encore pour l'instant. Et si vous voulez l'essayer vous, donc là, du coup, il va me prendre le prompt par défaut, quels sont les plats. Et vous pouvez l'essayer, il devrait vous sortir la même réponse. Ok. La première version que j'avais fait, c'était une blague. Comme je ne sais pas trop le genre de blague qui va me sortir. Et que j'ai failli me faire avoir la semaine dernière avec une autre démo avec des blagues de Chuck Norris où il m'a sorti une blague limite. Quoique le modèle Lama, il devrait être safe pour ça. Bref, j'avais prévu de le live coder, un petit peu stressé parce qu'on commençait en retard et tout, mais en gros, en 5 minutes et en 3 commandes, j'ai une appli Wazi qui tourne dans le cloud et qui fait de l'AI. Donc c'est super cool. Je reprends mes slides. Pardon. Ils font partie d'une alliance, ok. J'ai entendu des gens râler sur le fait que c'était que des petites initiatives de petites boîtes et de plus grosses boîtes qui n'avaient pas vraiment une fondation, pas de gouvernance. Il y a une gouvernance okay, qui s'appelle Bytecode Alliance. Et je ressortis ce tweet de Solomon Hykes de 2019 qui dit en gros, si WASM plus WASI avait existé en 2008, on n'aurait pas créé Docker. Okay, donc même lui, il y croit. Il y croit à fond. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin des conteneurs? Alors, on parle encore de l'inertie des technologies. Je pense qu'on va plutôt avoir une situation, dans au moins les 10-15 années, prochaines années qui arrivent, on va plutôt avoir une situation comme ça. OK? Où là, vous choisissez ce que c'est WASI, ce que c'est les conteneurs. Mais je pense qu'on va voir ça pendant assez longtemps. Deuxième tendance. Il me reste 10 minutes, mais ça va le faire. ePBF pour Extended Berkeley Packet Filter. C'est impressionnant à dire. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de révolutionnaire. En fait, le BPF,
pas tant que ça existe depuis longtemps. Hein, alors, moi, je suis pas j'ai passé 10 ans chez Red Hat, mais je ne travaillais pas sur le kernel. C'est comme son nom l'indique, un filtre de paquets, mais de très bas niveau. Et l'extended BPP permet de faire du niveau L7. Et surtout, il met à disposition un système de hook dans le kernel. Donc, à chaque syscall qui se passe dans le kernel, on peut écrire un programme qui va écouter les hooks de ces syscalls et faire ce que tu veux. Ça, c'est vraiment un game changer parce que on peut modifier le comportement du noyau Linux sans changer le noyau Linux, sans le recompiler. Okay. Tout en offrant une superbe sécurité. Alors, vous me direz à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors, il y a plusieurs exemples. Hein. Il y a Cloudflare qui a réussi à faire du live patching de failles de sécurité grâce à EPBF. Il y a Netflix qui s'en sert pas mal aussi pour avoir une belle overview de son réseau. Mais si on se centre un peu ça sur le cloud, et quand je parle du cloud, je parle souvent de Kubernetes, est-ce que ça peut signifier la fin des sidecars? Donc, pour ceux qui font un peu du service mesh, on a souvent son pod avec son conteneur et le sidecar qui va capturer justement le trafic pour faire de l'observabilité, du tracing et tout ça. Et en fait, avec eBPF, on n'a plus besoin de ce sidecar parce qu'en fait, on va pouvoir faire ça directement dans le kernel du nœud dans lequel notre pod tourne. Et il y a une boîte qui a compris ça, un projet qui s'appelle Cilium, qui se considère comme le premier sidecarless projet, qui propose donc faire du service mesh et bien d'autres choses en utilisant EPBF. Hasard qui fait bien les choses. Et hier soir, en allant au speaker dinner dans le métro, je regarde un peu Twitter et je vois que depuis hier, Cilium est devenu maintenant un projet gradué à la SNCF. Okay, donc ça dénote l'importance que ça. Donc depuis hier, c'est un projet gradué. Moi, je me suis dit, je vais leur faire une petite live démo et je vais me coder un module EPPF en live. J'ai tapé tutoriel facile EPBF, easy tutorial. Alors, si on travaille dans le kernel, alors en gros, ils disent ça. Hein, alors, du coup, je ne sais pas si ça va le faire. Ils disent le plus simple. Attends, est-ce que j'ai Docker qui tourne? Ah non, j'ai pas Docker qui tourne. Aïe, 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 aïe. Attendez, je démarre Docker. Hop. Non, pas Doc. Docker. Voilà, là. OK. Voilà. Oup, oup, oup. Je cache vite parce que j'ai pas la licence. Il n'y a pas Guillaume l'ours. Si je démarre une Ubuntu. Alors, en gros, le mec, il dit ouais, le plus simple, c'est de faire un strace. Donc là, je me le suis tellement. Tu fais un strace. Alors, eux, ils font tourner un petit serveur REST en Go. Tu fais un strace sur ton programme Go. Alors, moi, je le fais sur un cœur, là. Tu stockes ça dans du texte. oui, non. Ça va pas du tout marcher, vu que j'ai fait un reboot et que j'ai une Ubuntu toute simple. Je ne vais pas faire des apt-get et tout maintenant. Bref, il faut me croire sur parole. Ce fichier-là, tu l'ouvres, tu as des syscalls de partout. Et vous regardez tranquillement le flow, et ça représente vos hooks, et après, vous codez votre petit module en C. Et du coup, je me suis dit, non, je ne vais pas faire une live démo. Mais normalement, après, je vais vous montrer, ça dépend un peu du temps, un autre projet qui utilise EPBF de façon très originale. Alors, il y a 3 ans, quand j'ai fait ma keynote ici, ma keynote s'appelait « Être un bon citoyen du cloud ».
Et dans l'avenir, il faudra continuer à être un bon citoyen du cloud. Et je rappelle encore très rapidement les petits gestes qui peuvent faire la différence. C'est donc prévenez que vous êtes prêts. Donc je parle en tant que workload. Hein. Prévenez votre cluster que vous êtes prêts. C'est facile à faire. Pensez toujours à mettre vos probes, vos readiness probes. C'est facile à faire. Et ça signifie pas grand-chose pour vous, mais pour votre cluster, ça signifie beaucoup. Dites que vous êtes vivant. OK. Donc pareil, hein, facile à faire. Rajouter un liveness probe. Ça, c'est quelque chose de très simple à faire. Annoncez vos intentions. Clairement, annoncez combien votre appli va utiliser et les limites qu'elle utilise. Ça, c'est des petits gestes encore faciles. Et du coup, être un bon citoyen du cloud, c'est aussi, on va parler, et j'ai repris le titre de ce livre, L'informatique polluante. Okay, il y a un talk que je vous laisse chercher de Holly Cummings d'il y a quelques années qui s'appelle How to Love Kubernetes and Not Wreck the Planet, qui est très intéressant. Traquer les clusters zombies et tout simplement penser à éteindre vos clusters. Moi, à Devoxx France, j'ai fait un deep dive avec un cluster OVH que j'ai oublié d'éteindre. Voilà. Et quand j'ai reçu un petit papier de saisie sur salaire, je fais faites attention. Il y a des initiatives un peu de partout. Là, j'en profite en plus François est là, Guillaume n'a pas pu venir. AXA a développé un produit open source qui s'appelle Daily Clean. Alors, au départ, qui permettait d'éteindre les pods qui ne servent à rien. Là, maintenant, ça permet aussi d'éteindre les namespaces qui ne servent à rien. C'est un projet open source. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le stand d'AXA aujourd'hui. Ils pourront vous en parler. Donc, mais c'est super cool de voir ce genre d'initiative. Choisis bien ton runtime, parce qu'être un bon citoyen de cloud, c'est aussi bien choisir son runtime. Et là, c'est marrant, regardez, j'ai repris un GIF de ma keynote, on voit la date, hein, le 2020, le 11-19. Et c'était déjà impressionnant. Mais choisissez bien votre runtime qui n'utilise pas trop de mémoire, pas trop de CPU. C'est pas juste pour pouvoir avoir... Avant, je disais souvent, c'est pour avoir une plus grosse densité de déploiement. Aujourd'hui, vu le coût de l'énergie, je dirais plutôt, c'est pas pour avoir une plus grosse densité de déploiement, mais avec moins, faire plus, en gros. Et ça, c'était en 2020. Depuis, et là, je centre un peu mon discours autour de Java, parce que je suis un développeur Java, il y a eu, à peu près un mois, il y a Java 21 qui est sorti avec les virtual threads. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Je vous conseille d'aller sur la page de quarkus.io. Allez dans blog, il y a Clément Escoffier, que vous connaissez sûrement, qui a écrit toute une série d'articles sur les threads. Alors, ça parle de Quarkus aussi, bien sûr, mais même si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, il est super pédagogue, j'adore ses posts. Allez lire. Et en gros, il explique comment ça révolutionne. Parce que en fait, un thread, chaque thread que tu crées, ça prend 1 méga, en gros, de RAM, pour simplifier. Et là, avec les virtual threads, c'est des threads virtuels, on peut en avoir 20, 30 pour un seul vrai thread. Du coup, on y gagne. Donc, choisissez bien votre runtime. Mais, comment on peut être sûr que la manière dont on code, si ça a vraiment un impact sur notre consommation électrique, par exemple? Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps un autre projet qui est très intéressant, qui s'appelle Kepler, pour Kubernetes Base Efficient Power Level Exporter. Et c'est un exportateur Prometheus. Et regardez ce qu'il utilise. eBPF. Donc, en fait, ce projet-là, c'est un opérateur qu'on déploie sur son cluster. Il va, grâce à eBPF, il va écouter les cycles de... C'est expliqué, hein, c'est trop compliqué pour moi, mais en gros, il récupère les cycles de CPU, de mémoire et tout. Et il peut faire une estimation de la consommation de chacun de nos pods en kilowattheure. Et il exporte ça, et on a ça sur un super beau Grafana que du coup, je n'ai plus parce que j'ai dû rebooter mon ordi, que j'aurais bien voulu vous montrer. On peut tenter. Hein. Pourquoi il ne me fait pas de Grafana? Non, on va essayer, mais
Ah oui, je suis même pas. Attendez, on réessaye. On va voir. Si ça marche, c'est la folie. Si ça marche pas, tant pis. Du coup, je l'ai installé moi sur un cluster, gracieusement pas offert, mais j'utilise des crédits gratuits de Civo. Et normalement, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était un graphe que du coup, ça va jamais charger parce que les démogods. Déjà ce matin, Grafana, il voulait pas trop charger, il était un peu compliqué. Mais il faudra me croire sur parole. Ah oui, parce que le temps est fini. Mais en gros, parce que dans 5 minutes, il y a les sessions qui commencent. En gros, moi, je pensais avoir fait un truc en Quarkus natif, en Java 21, en Java 8. J'avais fait plein de versions différentes, j'avais tout déployé et j'espérais de voir des grosses différences de consommation électrique. En fait, pas du tout. Mais c'est bien, il faut tester ce genre de truc. Ce qui est vrai, c'est que quand tu crées un nouveau pod, ça consomme de l'énergie. Et du coup, c'est vachement important de faire du serverless. Et si vous me donnez juste une minute, parce que j'avais promis à cette personne de faire une démo, et il a beaucoup travaillé pour que ça fonctionne. C'était la partie IA, hein. On n'a pas le temps, vu que le truc. Il y a Joël Séguillon qui a créé un bot, un Kubernetes chatbot, où on peut chatter avec son cluster, à façon ChatGPT. Et je vais finir avec ça. C'est dommage, j'avais plein d'autres choses à vous montrer. Mais non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. OK, KubeChat. Oh, non. Fermez les yeux. Fermez. Je vais la désactiver après. Non. Ah, voilà. OK. Et du coup, on peut taper ce qu'on veut, il nous crée des ressources et tout. Moi, j'ai rajouté de la reconnaissance vocale parce que je trouve ça rigolo. Et je me suis dit, je vais parler à mon cluster pendant une keynote. J'ai joué à Doom, hein, donc pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Hello, cluster. Could you create me a deployment with the image of Fedora? Alors, il entend Sister, mais on va voir s'il s'en sort. Il me crée un déploiement avec une image Fedora. OK, et on finit par OK, cluster, could you apply this resource on my cluster? OK, Crystal, ouais. Il est rude pour les Français, cet outil. Et normalement, OK. Si je fais un exit, tac, que je vais dans mon... je suis dans mon default, je fais un kubectl get pod. On va voir. Oh, my name, oui, il est en train de le créer, c'est lui. Parce que je lui disais qu'il y avait un... Donc j'ai quand même, il y a 1 an et demi à Devox, j'ai déployé des pods avec mon cerveau. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez voir. Là, j'ai déployé un pod en parlant à mon cluster. Je ne vais plus brûler les slides, je ne veux pas mettre tout le monde, toute la conf en retard, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Je mets quand même ça parce que sinon, mon patron, il va me dire, mais pourquoi je t'ai envoyé... C'est pour jouer à Doom ou quoi? Si vous voulez du PostgreSQL Redis gratuitement, ce lien c'est spécial. Ça vous donne plein de crédits en plus pour utiliser les autres serveurs. Scannez-moi ça, ça me fait plein de métriques. Et vous savez, chez les DevRel, c'est très dur les métriques, donc ça c'est facile. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente conférence à tous.